La visite officielle du président chinois Xi Jinping se poursuit en France après la signature de plusieurs contrats Airbus. L'heure est ce mardi placée sous le signe de l'Union européenne avec la venue d'Angela Merkel et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Une image d'Europe unie pour tirer les avantages du conflit sino-américain. Grosse flemme dans la fonction publique, c'est en tout cas ce qui vient à l'esprit lorsqu'on lit le rapport de l'inspection générale des finances sur les fonctionnaires. 30% des agents observés dans l'étude travaillent moins que le seuil légal de 35 heures par semaine. Un constat qui prouve avant tout les failles du système public. Soirée cauchemardesque pour Theresa May. Lundi soir, la Chambre des communes a voté un amendement contre la volonté du Premier ministre pour prendre l'initiative sur la mise en place des nouveaux accords sur le Brexit. Madame, Monsieur, bonsoir. Angela Merkel et Jean-Claude Juncker à la rescousse. À l'occasion du dernier jour de la visite d'État du président chinois en France, Emmanuel Macron a convié les deux ténors de l'Union européenne à l'Elysée. Le but, donner l'image d'une Europe unie pour enfin jouer dans la cour des grands. L'Europe face à l'Empire, voilà comment qualifier la visite d'État du président chinois en France. À l'occasion de la venue de Xi Jinping, Emmanuel Macron a mis les petits plats dans les grands afin d'appâter le chef d'État asiatique. Un accueil en grande pompe à la villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, suivi d'un dîner à l'Élysée en compagnie de 200 invités issus du monde politique, économique et culturel. Le locataire de l'Élysée ne comptait pas laisser passer sa chance face à la deuxième puissance mondiale. Ainsi, comme à chaque visite de chef d'État étranger, la venue de Xi Jinping n'a pas manqué à la règle des signatures de contrats juteux. En effet, les deux dirigeants ont finalisé pas moins de 14 accords. Parmi eux, l'accord général signé entre la holding China Aviation Supplies et Airbus pour 300 appareils, 290 A380 et 10 A350. Cet accord vient ajouter plus d'une centaine d'appareils à la commande de 184 moyens courriers A320 qu'Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite à Pékin en janvier 2018 et qui restait à finaliser. La conclusion aujourd'hui d'un grand contrat en matière d'A320 et gros porteurs A350 est une avancée importante et un excellent signal dans le contexte actuel. Et je dois le dire dans la droite ligne de ce que vous m'aviez dit en janvier 2018 et donc de la force et de la fiabilité des échanges que nous avons nourris. Des échanges commerciaux, des poignées de main et des sourires, mais également des questions sensibles, notamment celle des droits de l'homme. La France aborde cette question dans son dialogue avec la Chine pour exprimer les préoccupations qui sont les nôtres et celles de l'Europe sur la question du respect des droits fondamentaux en Chine et sur plusieurs cas individuels sur lesquels nous avons discuté ensemble. Et nous avons eu sur ce sujet, comme à chacune de nos rencontres, des échanges francs, je dois le dire, Monsieur le Président, et dont je vous remercie une fois encore, qui doivent nous permettre des avancées concrètes. Emmanuel Macron, donneur de leçons sur les droits de l'homme, d'aucuns y verront une approche maladroite, voire déplacée du président français, alors que des dizaines de manifestants ont été blessés ou éborgnés lors des rassemblements de Gilets jaunes. S'il est certain que les 2 premiers jours de la visite de Xi Jinping ont été résolument tournés vers la relation franco-chinoise, un tournant a été engagé ce mardi. Le dernier jour de la tournée du chef d'État chinois a été placé sous le signe de l'Union européenne. Ainsi, Emmanuel Macron a convié la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Une intervention européenne aussi grossière qu'inattendue alors qu'il s'agit précisément d'une visite en France et non à Bruxelles. Une façon également de faire une nouvelle fois la part belle aux voisins allemands, pas prévue initialement dans le protocole du président chinois. Cependant, cette configuration inédite témoigne d'une chose, la fébrilité d'Emmanuel Macron et plus largement de l'Union européenne face aux géants mondiaux. En effet, l'organisation européenne se sent prise en tenaille entre Donald Trump et son approche contractuelle des relations internationales d'un côté et l'expansion chinoise incarnée par son projet de nouvelle route de la soie et ses investissements massifs un peu partout dans le monde et en Europe. Notons d'ailleurs que le principal événement du voyage chinois résidait dans les accords signés avec l'Italie il y a quelques jours. L'enjeu de la réunion qui précède le prochain sommet UE-Chine du 9 avril à Bruxelles est double pour le vieux continent. Se poser
s'isoler face à la Chine en interlocuteur crédible et d'autre part d'essayer d'unifier une Europe divisée pour faire face aux appétits de Pékin que la Commission européenne qualifie de rival systémique. Une façon également de tirer profit des divergences opposant l'empire du milieu à l'oncle Sam. Un coup de billard à 3 bandes dans lequel l'Union européenne aura tout de même du mal à trouver sa place en raison des nombreux désaccords et divisions en son sein. Le tout sur fond de duel entre progressistes et souverainistes lors des prochaines élections européennes. Les fonctionnaires, cela coule douce. L'Inspection générale des finances vient de remettre son rapport sur la fonction publique à Gérald Darmanin. Près de 30% des agents observés par l'étude travaillent moins de 35 heures par semaine. Tous des tirs au flanc, pas sûr. Élise Blaise. Les agents de l'État se tournent les pouces. Les conclusions du rapport de l'Inspection générale des finances jettent un sacré pavé dans la mare. Sur le gros million de fonctionnaires observés à la loupe, 310 000 travailleraient moins de 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an. Si de prime abord on aurait tendance à penser que les fonctionnaires sont feignants, c'est en réalité un peu plus compliqué que ça. Les régimes dérogatoires sont légion dans la fonction publique et ne dépendent pas des agents eux-mêmes. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux travaillent en moyenne près de 30 heures de moins que le seuil légal en une année. La faute aux dérogations. Dans les secteurs où certains métiers bénéficient d'avantages dus à la pénibilité, tous les agents du secteur bénéficient des mêmes avantages, y compris si le métier n'est pas soumis à la même pénibilité. Près de 150 000 agents du ministère de l'Éducation nationale seraient concernés. Le dossier le plus criant est celui des jours de fractionnement. Dans la fonction publique, si un fonctionnaire pose 5 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril, il bénéficie d'un jour de fractionnement. Selon le rapport, en supprimant cette prérogative, l'État économiserait près de 30 millions d'euros en supprimant plus de 18 000 postes. À noter également les jours ministres. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, les agents bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires. Aux affaires sociales, ils bénéficient d'une semaine d'hiver en plus. Au ministère de la Culture, c'est la fameuse semaine Malraux, 7 jours de congés supplémentaires auxquels on ajoute 2 jours ministres de plus. Le rapport ouvre également le dossier des jours de repos compensatoires pour les policiers et CRS. Les supprimer permettrait de gagner 2800 postes. Sans surprise, le rapport de l'IGS fait l'impasse sur les 3 millions d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées aux forces de l'ordre. Les secteurs les plus ciblés sont donc l'intérieur, la justice et l'éducation nationale. Problème, si ces constats sont connus depuis longtemps, les décisions politiques qui en émanent régulièrement tapent toujours à côté. Alors que la bureaucratie de ces secteurs pourrait sans mal être allégée, ce sont les opérationnels qui trinquent la plupart du temps. Autrement dit, moins d'enseignants, moins de policiers ou moins de surveillants de prison, alors même que les ministères parisiens regorgent de fonctionnaires qui bénéficient des mêmes avantages, sans les inconvénients évidemment. En conclusion, le rapport de l'IGS tombe à point nommé pour le gouvernement qui a déjà annoncé supprimer 50 000 postes d'ici 2022. Theresa May sur la touche. Lundi, la Chambre des communes a voté un amendement lui laissant le contrôle des accords sur le Brexit. Une mise au banc du Premier ministre britannique à double tranchant pour le Parlement. Élise Blaise. Un précédent malvenu et dangereux. Voilà comment Theresa May mettait en garde ses parlementaires sur la possibilité de lui ravir les prérogatives de négociation sur le Brexit. Mais rien n'y a fait. Lundi soir, une majorité de la Chambre des communes, avec 329 voix contre 302, a voté l'amendement. Une décision qui résonne comme une véritable défiance pour Theresa May qui a vu encore 3 de ses secrétaires d'État claquer la porte. 30 des 314 députés conservateurs ont également voté contre leur Premier ministre. Mercredi, une série de votes indicatifs sur les termes du Brexit devrait donc être étudiée par la Chambre. Des décisions à la fois plus radicales et d'autres plus douces que celles prévues par l'accord de mai seront donc soumises au vote. D'un côté, un simple accord de libre-échange ou même un no deal. De l'autre, le maintien de la Grande-Bretagne dans l'union douanière, un nouveau référendum et même peut-être une annulation pure et simple du Brexit. Pour l'heure, seul le maintien dans l'union douanière semble capable de recueillir une majorité de voix, mais sans certitude aucune. Theresa May s'est dite sceptique sur la méthode dans la mesure où il est possible qu'aucune proposition ne recueille la majorité ou qu'une proposition majoritaire soit finalement rejetée par le gouvernement. En réalité, le fait d'avoir ravi l'initiative à Theresa May pourrait finalement s'avérer bénéfique pour le Premier ministre. Si les parlementaires échouent, comme elle, à trouver une sortie de crise, la locataire du 10 Downing Street sera renforcée pour tenter d'imposer une nouvelle fois son accord déjà accepté par Bruxelles. Dans le cas où elle n'y parviendrait pas, tout porte à croire qu'elle devra mendier un nouveau report à l'UE et de fait organiser les élections européennes en Grande-Bretagne en mai prochain. Une possibilité écartée jusqu'ici qui serait difficile à avaler,
tant pour les Britanniques que pour les parlementaires. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Nouveau drame dans le corps enseignant. Le 15 mars dernier, un instituteur de CP s'est suicidé à Eubonne, dans le Val d'Oise, après qu'une mère d'un élève a porté plainte contre lui pour violence aggravée sur mineur. Par la suite, le professeur avait été convoqué, puis suspendu à titre conservatoire par sa hiérarchie. La goutte de trop pour l'enseignant de 55 ans, dont le corps a été retrouvé en forêt, accompagné d'une lettre clamant son innocence. L'affaire a provoqué l'indignation de ses collègues qui critiquent un manque de protection hiérarchique, de quoi relancer le mouvement. Pas de vague alors que le corps enseignant réclame davantage de soutien de la part de l'institution face à des élèves de plus en plus virulents. Le Mans part en rillette. Depuis plusieurs jours, la capitale sarthoise est le terrain d'affrontement entre forains et forces de l'ordre. Plusieurs centaines de forains ont protesté contre le refus de la municipalité d'organiser cette année la fête Lorraine en centre-ville au profit d'un site périphérique. La situation a même dégénéré. Des manifestants ont enflammé une caravane qu'ils ont jetée en direction des forces de l'ordre qui ont tiré des grenades de désencerclement pour disperser les manifestants. Face à la colère des forains, la mairie du Mans, tenue par Stéphane Le Foll, a dû être évacuée. La fin du changement d'heure pour 2021. Ce mardi, les députés européens se sont prononcés pour une suppression du changement d'heure saisonnier, adopté à 410 voix pour et 192 contre par le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg. Ce projet législatif laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Si ce projet de loi, qui devra encore faire l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil représentant les États membres, est définitivement adopté, les pays optant pour l'heure d'été ajusteraient une dernière fois leur montre en mars 2021 et ceux optant pour l'heure d'hiver en octobre 2021. Mieux vaut tard que jamais, l'activiste italien d'extrême gauche Cesare Battisti a finalement reconnu sa culpabilité dans 4 meurtres alors qu'il avait toujours nié les faits. Condamné à perpétuité en Italie pour le meurtre en 1978 d'Antonio Santoro, un gardien de prison, et celui en 1979 d'Andrea Campagna, un chauffeur de la police, Cesare Battisti a été capturé en janvier en Bolivie après 40 ans de cavale, dont une quinzaine en France, et extradé vers l'Italie. Il purge désormais sa peine dans une prison de haute sécurité en Sardaigne. Un cochon star de la peinture en Afrique du Sud, une truie appelée Picasso, a développé un certain talent artistique à tel point que le célèbre horloger suisse Swatch a fait appel à ses talents de peintre pour une édition limitée à l'occasion de l'année du cochon. The Swatch Watch by Picasso was their most successful limited edition artist run that they've ever had. So I think it's bold of them to do so. I think it's also socially beautiful in a way because they've also they've commissioned these artworks and it goes towards a great cause. And at the same time, they really benefit through promoting their products. Les recettes de la vente des œuvres de Picasso sont reversées à l'association de défense des animaux qui a recueilli l'animal. C'est ce qu'on appelle de l'art et du cochon. Une fin de semaine pour aider les chrétiens d'Orient alors que la Syrie est en passe d'en finir avec l'État islamique. L'association ne s'arrête pas pour autant. Prochain rendez-vous samedi pour un concert caritatif. Camille Vautier, porte-parole de l'association, nous explique. Alors, il s'agit d'un grand concert de musique sacrée qui aura lieu ce samedi 30 mars à 16h30 à l'église Saint-Germain l'Auxerrois. Nous avons un objectif pour ce concert, outre de faire passer un très bon moment, une véritable halte musicale au cœur du carême à tous nos auditeurs, c'est de financer une école pour les enfants du Caire. Au Caire, il y a 15 millions de chrétiens, donc c'est une des plus importantes communautés chrétiennes en Orient. Et il y a énormément de pauvreté, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Et nous, on est très présents dans le bidonville d'Esbet El-Nar, qui se situe à côté du Caire, où il y a 730 000 habitants. Et sur ces 730 000 habitants, il y a 100 000 enfants.
Et il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et donc l'objectif de SOS Chrétiens d'Orient, c'est de permettre justement cet accès à l'éducation pour tous ces enfants et justement du coup de leur donner un avenir. Le concert débutera à 16h30. On a l'immense joie, l'immense honneur d'avoir en ténor Joseph Kozman, qui est un ténor égyptien, Zoé Galmiche qui l'accompagne aussi gracieusement, et nous aurons aussi l'organiste de Notre-Dame-des-Champs qui s'appelle Philippe Ourselin. Donc au programme, vous allez en avoir plein les oreilles. Il y aura du Bach, du Schubert, du Mozart, du Handel, des Stabat Mater, enfin des choses absolument, enfin des œuvres absolument somptueuses. Donc venez, si vous ne pouvez pas venir, sachez qu'il est toujours possible de faire un don sur notre site internet. Et vraiment, sans vous, en fait, on ne pourra pas construire cette école. Il reste 300 000 € à récolter pour la part pour laquelle SOS s'est engagé. Donc on compte vraiment sur vous. Venez le 30 mars, ça sera beau et ça sera pour la bonne cause. Et dans un instant, notre Zoom du jour, Gilles Ardina, délégué départemental adjoint du Rassemblement national de l'Hérault et coordinateur national du Forum École et Nation, évoque la politique scolaire et épingle le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On pense que le bac, dans son architecture actuelle, mais avec des consignes d'exigences disciplinaires, d'être intransigeant sur un certain nombre de choses en fonction des filières, ça permettait, sans mettre 1 € d'argent public en plus, de redonner au baccalauréat sa crédibilité, ce qui en plus aurait rendu service à la quasi-totalité des enseignants qui se plaignent justement de donner le bac, l'idéologie du bac pour tous, fait qu'on perd aussi notre autorité, notre crédibilité dans les établissements, puisque les gamins savent que même en fichant rien, la quasi-totalité auront leur bac. Et donc de restaurer le niveau serait selon nous la réforme. Et là, Jean-Michel Blanquer passe complètement à côté de cet aspect-là. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Land nous parle du dernier samouraï, le français Jules Brunet. Dans le film Le Dernier Samouraï sorti en 2003, on y voit un Américain, bien sûr, incarné par Tom Cruise, qui combat aux côtés des derniers samouraïs du Japon. Bon, au-delà des qualités esthétiques du film, qui revendique d'ailleurs être une adaptation libre, sur ce plan il n'y a pas de problème, peu de gens savent que le dernier samouraï, le vrai, était en réalité un capitaine français, Jules Brunet, qui a combattu jusqu'au bout auprès du shogun Tokugawa contre l'empereur. Mais bon, fallait pas compter sur les Américains pour nous le dire, Et puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est un film américain. Si les Français avaient voulu rendre hommage à cette histoire, ils en auraient fait un film aussi. Mais bon, apparemment, bienvenue chez les ch'tis et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est mieux. Bref, si vous voulez connaître la véritable histoire du véritable dernier samouraï, cet épisode est là pour vous. Retrouvez également Passé Présent, Philippe Conrad retrace la vie du colonel de la Roque, président général du mouvement des Croix de Feu. Anne Sicard dévoile le dernier épisode de la fameuse recherche du passage du Nord-Ouest arctique. Et enfin, l'historien Jean Descartes présente sa biographie de la reine Élisabeth II. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz. Quant à nous, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous savez que dans la région de Campagnol, nous avons toujours eu pas mal de militaires à cause du camp voisin et de gendarmes retraités, parce que pendant des années, il y avait une gendarmerie dans un village pas très loin, une gendarmerie qui a fermé depuis, mais que les anciens gendarmes du coin, après diverses affectations depuis 20 ans, aiment toujours bien, et ils ont gardé à tel point la nostalgie de la région que nous envoyons souvent un ou deux passer et repasser en famille, sans compter un troisième qui, lui, a carrément acheté une maison. C'est lui qui me disait, il y a 2 ou 3 ans, qu'en matière d'alcoolémie, lui et son équipe, laissaient passer les 3/4 des gens connus pour alcoolémie, et surtout qu'ils oubliaient de regarder le contrôle technique, parce que sans ça, on mettait par terre financièrement la plupart de ces gens qui n'avaient pas de travail.
Mais c'est lui aussi qui me disait que lorsque la gendarmerie avait quelqu'un dans le nez pour une autre raison, il était sûr de se faire coincer, ce quelqu'un, pour défaut de ceinture, parce que la dictature, m'a-t-il dit, ça commence quand tu appliques la loi seulement à ceux que tu ne peux pas supporter. Et Dieu sait qu'on l'a fait souvent. Mais il ajoute, ça n'a jamais atteint des proportions aussi graves qu'aujourd'hui. Il est retraité naturellement, mais quand il veut faire passer une vérité, il dit toujours il emploie toujours l'expression « des collègues m'ont dit ». Il faut savoir que la gendarmerie est divisée en ce moment en deux courants, les gendarmes qui sont complices de toutes les combines du pouvoir et ceux qui s'entendent pour lui résister en douce. Là, quand il dit « des collègues m'ont raconté », il faut comprendre que des collègues outrés par ce qui se passe lui ont raconté comment ça se passe. Et que se passe-t-il ? Son histoire concerne les gilets jaunes, figurez-vous, et le fameux grand débat qui, selon lui, est un piège à con, mais un piège physique. Pourquoi physique ? Parce qu'il me dit ça sert notamment à attirer, à identifier et ensuite à martyriser les gilets jaunes qui se seraient déclarés pendant une séance bien calibrée avec le député local et qui auraient posé par exemple des questions gênantes. Il y en a eu deux comme ça qui ont osé sortir leurs gilets jaunes malgré la fouille pendant le débat et qui ont coincé le député sous des enregistrements de téléphone portable en posant leurs questions sur le référendum, les grands travaux de la région, etc. Et ça a fait désordre. Eh bien le lendemain, me raconte cet ancien gendarme, les deux mecs sont ramassés soi-disant au hasard dans une manifestation. Le surlendemain, on vient contrôler l'un des deux et lui seul au milieu d'un rond-point. Une semaine plus tard, dans la ville voisine, le même mec va chercher sa voiture dans un parking souterrain, arrêté dès qu'il monte dans le véhicule, souffler dans le ballon, il ne souffle pas assez fort, coup classique, au lieu de l'emmener pour une prise de sang, retrait de permis immédiat, 6 mois. Convocation au tribunal, mais dans plusieurs mois. Donc le pauvre gars habite une ferme isolée, il peut plus sortir. Du coup, évidemment, il participe plus aux manifestations dans le département. Eh bien, c'est ça le but. Quand tu y réfléchis, me dit-il, le parti au pouvoir quadrille littéralement la vie sociale depuis plusieurs semaines pour mettre à genoux tous les possibles meneurs, comme dans n'importe quelle dictature du genre Biélorussie ou Azerbaïdjan. Mais moi, je peux te dire, en tant qu'ancien gradé, que ça, c'est la porte ouverte à toutes les vengeances anonymes, à la résistance, au sabotage. Ils se sont pas aperçus d'un truc, c'est qu'en ne jouant pas le jeu de la démocratie, en attirant les gens pour des débats, alors que l'un des buts, c'est de les isoler et de les ficher et de les intimider après, eh bien, les gens du gouvernement sont devenus complètement cinglés, car c'est la porte ouverte à la résistance clandestine, le visage découvert, apparemment, ça ne paye plus. Il peut même ruiner ta vie, donc tu continues à agir, mais masqué. Et là, tu dérives inévitablement vers une situation de type OAS ou à la guyanaise. J'ai un collègue qui a passé 3 ans là-bas. La nuit, tu avais des types qui étaient boutiquiers ou garagistes et qui se mettaient un masque pour aller bastonner la racaille. Là, je ne sais pas si tu imagines comment va vivre le député qui a organisé le débat, qui a fonctionné comme un casier à langoustes, débat pendant lequel la DGSI a photographié les contradicteurs. Mais après, les journaux se demandent pourquoi les permanences politiques sont saccagés et pourquoi on trouve des inscriptions sur les voitures d'élus. Ben nous, les gendarmes non complices, on peut te le dire pourquoi, mais personne ne nous pose la question. En tout cas, a-t-il conclu, je suis content d'être sorti de ce merdier, mais vous tous, vous y entrez à peine. Alors je lui ai posé la main sur le coude et je lui ai dit, moi j'en sors aussi, je suis retraité comme toi, j'habite ici. Oui, il m'a répondu, mais au train où vont les choses, le simple fait de raconter tout ça sur Internet va faire que ta vie peut très bien être épluchée. Je lui ai dit, je ne bois pas, ma voiture est en règle, j'ai 65 ans, je vis à la campagne, ça va être dur de trouver un truc. Et là, cet ancien gendarme m'a répondu, quand ils veulent faire taire quelqu'un, crois-moi, ils trouvent toujours un truc. Il fallait pas les élire. Maintenant, ils s'accrochent en changeant les lois à volonté et à leur bénéfice, il va falloir les chasser. Bon, eh bien, au moins c'est clair ce qu'il a dit, mais c'est pas rassurant. Abonnez-vous quand même, ça peut être utile, on ne sait jamais.